président de la République est en Lozère aujourd'hui pour inaugurer un centre ultramoderne pour handicapés moteurs adultes. Le reportage de cette visite dans un instant. M. Kissinger poursuit son tour d'Europe après le sommet de Moscou. Il a été reçu ce matin par le pape Paul VI avant de partir pour Munich où il assistera à la finale du championnat du monde de football. Du 25 juin au 9 juillet, Aix-en-Provence est investi par le RTF. France Musique a en effet produit et animé 3 semaines de concerts gratuits en plein air dans les rues d'Aix. Cet exemple de service public en est à sa 3e année de succès. Tennis à Wimbledon cet après-midi, finale du simple messieurs, l'Australien Roswell contre l'Américain Connors. Brésil et Pologne se disputent la 3e place de la Coupe du Monde de football. Et enfin, première étape cet après-midi, aujourd'hui, de montagne, du Tour de France cycliste, Besançon-Gaillard, une étape de 232 km. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons tout de suite retrouver nos envoyés spéciaux en Lozère, où se trouve, comme je viens de le dire, M. Giscard d'Estaing, pour inaugurer un centre médical à Lacanourgue, dont le maire est le Dr Jacques Blanc, député républicain indépendant. À vous, Lacanourgue. Vous m'avez fait largement confiance le 12 mai dernier au Lozère. C'est dans une atmosphère amicale et chaleureuse, dans une ambiance de fête villageoise que le chef de l'État a été accueilli. Arrivé à 10h30 à Lacanourgue, dans ce petit canton de 1200 habitants situé à l'entrée des Gorges du Tarn, et après avoir parcouru à pied la rue principale, le président de la République, en réponse à M. Blanc, député maire républicain indépendant, a évoqué devant une foule fort nombreuse les problèmes difficiles qui se posent à ce département qui est le plus petit et le moins peuplé de France. Et il a rappelé les principaux atouts de la région, l'agriculture, l'élevage notamment, qu'il faudra moderniser, l'industrie et l'artisanat qu'il faudra développer, le tourisme qu'il est nécessaire de promouvoir, et puis la conservation exemplaire des richesses naturelles. La Lozère, poursuit le chef de l'État, tout comme la France, doit relever le défi des temps modernes. Il faut, pour y parvenir, organiser le changement en réunissant la tradition et la nouveauté. Le chef de l'État s'est donc ensuite rendu à quelques kilomètres à un centre médical ultramoderne pour grands handicapés adultes, un centre qu'il a inauguré ce matin. Et là, il a annoncé l'examen à la prochaine session parlementaire d'un projet de loi d'orientation pour les handicapés. Un projet qui devrait permettre notamment de faciliter la réinsertion des handicapés dans la société. Écoutez M. Giscard d'Estaing. Aujourd'hui à cette inauguration, car le handicapé a sa place dans toutes les structures sociales de la nation, le logement, l'école, les équipements collectifs, l'entreprise. Il nous faut donc progressivement, après une période dans laquelle ces handicapés n'avaient pas place en réalité dans la vie sociale de la nation, réapprendre à vivre avec eux, comme il a fallu d'ailleurs réapprendre à vivre avec les plus démunis des personnes âgées. Une société qui laisserait se multiplier et se refermer des sortes de ghettos sociaux ne mériterait plus le nom de société civilisée. Mais pour les handicapés les plus gravement atteints, il est certain que la création de milieux protégés, accueillants et conçus pour offrir toutes les chances de progrès est une nécessité qui s'impose. Et c'est pourquoi l'établissement que nous avons visité tout à l'heure peut être considéré comme un modèle, à la fois comme un exemple, une expérience et un modèle. Et nous devons rendre hommage à l'action des pionniers, à la fois ceux qui ont créé l'établissement et en même temps ceux qui travaillent avec compétence et dévouement dans cet établissement et qui trouvent des solutions réalistes et humaines à ce problème des grands handicaps. Opération sécurité et protection cette nuit dans plusieurs villes de France, conformément aux directives de Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur. À Toulouse, 500 policiers ont interpellé 8500 personnes et contrôlé 2500 véhicules. Des opérations de ce genre ont également eu lieu dans le département de la Moselle, à Nantes et en Seine-et-Marne. Un ballon d'oxygène pour les petites et moyennes entreprises, elles n'auront pas trop à souffrir des mesures d'encadrement du crédit et des taux d'intérêt élevés. C'est ce qu'a déclaré hier au Sénat M. Jean-Pierre Fourcadre, ministre des Finances, en précisant qu'un comité sera chargé d'accorder aux entreprises en difficulté des plans de rééchelonnement des échéances fiscales et parafiscales.
Le prix des voyages destiné à récompenser un livre, un reportage et un guide a été remis par un jury composé de responsables de nombreuses compagnies touristiques et présidé par M. Gérard Ducret, secrétaire d'État au tourisme. Ce prix a récompensé Georges Blond pour sa trilogie La Grande Aventure des Océans, Rose Thibault pour ses reportages Rouen, la Charente et la Hollande, enfin Mac Berry pour son livre L'Afghanistan. Le 11e congrès des techniciens de laboratoires médicaux a réuni pendant 6 jours à la faculté de médecine de Paris 900 congressistes qui étaient venus de 32 pays différents. Une question au centre des débats, le technicien de laboratoire face à son avenir. Le nombre des postes dans cette discipline a triplé en 10 ans. C'est une profession qui prend donc de plus en plus d'extension, mais qui n'a pas toujours de statut bien précis. Et c'est là le problème. Brigitte, 23 ans, profession laborantine, ou plus exactement technicienne de laboratoire, à l'hôpital de Clamart. Comme elle, 27 000 techniciennes en France exercent un métier qui ne cesse d'évoluer avec les progrès de la science et l'évolution des techniques. Si la laborantine travaille dans des laboratoires d'analyse biologique ou médicale, le technicien de laboratoire doit faire des examens sur des appareils nouveaux et très précis. Pour cela, il doit être initié aux techniques les plus poussées en matière d'analyse ou de recherche. Une profession paramédicale qui permet aujourd'hui de travailler dans un domaine de sciences les plus avancées, comme la médecine nucléaire. À l'hôpital de Clamart, un laboratoire d'urgence au service de la réanimation, le laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire. Quel genre d'examen pratiquez-vous? Alors là, je pratique l'examen des gaz du sang pour un malade qui a une insuffisance respiratoire, qui est sous ventilation assistée et dont on veut mesurer les pressions d'oxygène et de gaz carbonique, les pressions gazeuses dans le sang. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? J'étais attirée par le domaine des sciences, le domaine de la médecine, de la clinique m'intéressait beaucoup. Mais je voulais faire quelque chose de technique et où il y ait un côté de recherche un peu. Vous avez eu une formation poussée, une formation technique avancée? J'ai une formation technique polyvalente, c'est-à-dire que je connais toutes les techniques de base. Oui. Mais la spécialisation, elle a lieu dans le laboratoire lui-même. On apprend vraiment toutes les techniques d'une spécialisation dans le laboratoire. Est-ce que vous avez l'impression que votre rôle, néanmoins, est limité? On s'arrête à la technique, à la manipulation et au résultat. Vous aimeriez aller plus loin? J'aimerais aller plus loin, oui. J'aimerais participer d'ailleurs avec le médecin lui-même, faire un petit peu de clinique, un peu de théorie par rapport à la pratique. Recrutés sur titre ou par concours, les techniciens doivent faire 2 ans d'études dans une des nombreuses écoles qui préparent au métier. École de l'assistance publique, École nationale de chimie, école privée. Ils reçoivent une formation de base sanctionnée par un diplôme. Dans ce métier, on rencontre surtout des techniciennes. C'est un métier qui semble presque un métier féminin. C'est essentiellement un métier féminin et ça, en raison du salaire vraiment insuffisant, je crois, pour un homme. Un technicien débutant, en prenant l'exemple des organismes publics, gagne 1800 francs par mois. À 20 ans. À 20 ans. Lorsqu'il en aura 30, 40, 50, combien gagnera-t-il? Eh bien, c'est-à-dire que les échelons, il y en existe 8, lui permettront d'accéder à un salaire d'environ 2500 francs par mois. L'avenir de la profession, c'est pour eux un cas d'urgence. Au cours du congrès qui les réunit à la faculté de pharmacie, ils demandent l'unification de l'enseignement, la réglementation de la profession, des promotions possibles, notamment par la formation continue et la création de passerelles pour obtenir des diplômes d'études supérieures. Ce qu'ils demandent en fait, c'est un rayon d'action plus élargi et de plus grande responsabilité. Après une brève halte en Italie, le secrétaire d'État Henry Kissinger est reparti ce matin pour l'Allemagne. Le secrétaire d'État, après son voyage à Moscou avec M. Nixon, s'est rendu, vous le savez, à Bruxelles et à Paris pour informer les Européens des entretiens américano-soviétiques. Ce matin, M. Kissinger a vu le pape, Paul VI, avec lequel il a parlé du Proche-Orient. Le Saint-Père a souhaité que les initiatives prises par les États-Unis en faveur de la paix dans le monde se poursuivent. Au cours des entretiens d'hier avec les dirigeants italiens, la question d'une aide financière américaine à l'Italie n'aurait pas été soulevée. Vous savez que l'Italie traverse actuellement une passe très difficile, le déficit de la balance commerciale italienne, le déficit entre les importations et les exportations, pour les 5 premiers mois de cette année, a dépassé celui de l'ensemble de l'an dernier, 1973. On a appris à Pékin par un communiqué de l'agence officielle Chine Nouvelle que M. Chou En-lai, chef du gouvernement chinois, est actuellement
hospitalisé. C'est en effet dans un hôpital qu'a eu lieu l'entretien entre le Premier ministre chinois et M. Jackson, un sénateur américain connu pour son opposition à l'amélioration des relations entre Washington et Moscou. M. Zhou Enlai est apparu au sénateur Jackson dans une forme splendide, en très bonne voie de rétablissement. Émeute depuis mercredi soir à Bangkok. Il y aurait déjà entre 30 et 40 morts et plus de 150 blessés. Le Premier ministre a dû décréter l'état d'urgence. Il a créé un comité spécial dirigé par le commandant en chef de l'armée pour le contrôler. Associer l'armée aux décisions plutôt que de risquer la voir prendre l'initiative, c'est la seule solution pour M. Sania. Car l'armée s'est mal remise de son éviction du pouvoir. En octobre dernier, la révolution des étudiants avait eu pour but d'imposer un régime parlementaire démocratique au pays. Depuis, au fur et à mesure, le Premier ministre, M. Sania, avait réussi à exclure presque totalement les militaires des responsabilités, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait plus aucune ambition politique. Il serait même plutôt à craindre que l'armée se ressaisisse du pouvoir à la moindre occasion. D'autant que l'administration Sania devait expédier les affaires courantes durant le temps nécessaire à la préparation des élections législatives. Des élections qui se font attendre. Elles n'auront pas lieu avant février ou mars 1975. En attendant, le pays a besoin d'être gouverné et il ne l'est pas. Alors l'incident qui a mis le feu aux poudres mercredi, l'interpellation d'un chauffeur de taxi, pourrait servir de prétexte. La foule prend position pour le taxi, manifeste, les forces de l'ordre interviennent et c'est l'affrontement. Une manifestation apparemment spontanée, mais qui pourrait être exploitée par les nostalgiques de la dictature militaire qui s'était imposée pendant 40 ans. Tout le monde n'est pas encore parti en vacances. Il y a même sûrement des enfants qui ne prennent pas de vacances du tout, hélas. Ils vont pouvoir, c'est une faible compensation, utiliser dans les grandes villes, dans certaines grandes villes, les terrains inoccupés et des terrains qui ont été aménagés pour en faire des terrains de jeu. Et là, nous vous citons un exemple, à Paris, dans le Marais. Trouver de l'espace pour jouer en ville, c'est le rêve de tous les enfants. Pour répondre à ce besoin vital, on a inventé les terrains d'aventure, mais de la théorie à la pratique, beaucoup de difficultés à surmonter. La ville ne peut céder sans problème les espaces dont elle dispose et qui seront aménagés grâce à un jeu de crédit entre différents ministères. Et si l'administration tarde à concrétiser les projets en cours, on s'installe dans un terrain libre, un peu à la sauvette, comme c'est actuellement le cas rue Neuve-Saint-Pierre à Paris dans le Marais. Je pense qu'un terrain d'aventure n'est pas le même dans tous les lieux où il se trouve. D'abord par rapport à la population ambiante, s'il y a beaucoup d'émigrés, si c'est un quartier riche ou pauvre. En fait, ici, on est un quartier très mitigé. Il y a une nouvelle génération de gens qui arrivent et qui sont assez riches. Il y a tout un quartier juif, il y a un quartier arabe. Bon, tous ces gens-là sont mélangés. Et ce sont en fait les plus déshérités qui viennent sur le terrain et qui en ont plus besoin parce qu'ils sont à la rue tous les jours. Beaucoup de terrains existent à l'étranger. En effet, en France, il y en a très peu qui fonctionnent à l'heure actuelle. Et c'était en effet assez difficile d'arriver d'une part à débloquer des terrains dans des villes déjà extrêmement urbanisées, d'autre part à assurer un fonctionnement qui est quand même lourd, d'animateurs, des notions de sécurité aussi qui n'étaient pas résolues. Maintenant, je crois que ça pourrait s'arranger assez vite, en fait. Les terrains qui vont être parachutés dans des quartiers, ça va être comme des terrains de jeu, des terrains aérés ou des choses comme ça, qui sont déjà tout prêts avec une structure, tout est déjà planifié. Il ne faut pas marcher sur la pelouse, il ne faut pas faire de vélo, il ne faut pas jouer au ballon, il ne faut pas faire de patin à roulettes. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Donc la mère qui amène son enfant sur le parc, elle est l'esclave du parc parce qu'elle est toujours là avec une ficelle derrière son môme parce qu'il ne peut rien faire. Tandis qu'ici, c'est un terrain où une mère peut amener son enfant, elle peut le garder ou le faire garder par d'autres mères qui sont présentes. Et bon, ils font ce qu'ils veulent. 5 terrains d'aventure vont exister au cours de l'année qui vient en France. Il y en aura 3 sur Paris, 2 sur la région parisienne et 2 en province, l'un à Strasbourg et l'autre à Belfort. Cette décision a été prise assez récemment puisqu'elle date de la fin avril et les fonds n'ont pas encore été débloqués. Ils sont importants, mais il y a des lenteurs administratives qui font que les terrains commenceront à fonctionner probablement à l'automne.
Je crois qu'il faut avoir des contacts avec la municipalité, il faut avoir des contacts avec tous ces gens-là. Mais si on attend continuellement qu'on obtienne des crédits et que tout marche bien, on ne fait rien. Mais alors là, vous êtes un petit peu en contravention, disons, avec les autorités publiques, et pourtant on vous le laisse, ce terrain, on vous laisse l'occuper. Ça, c'est la contradiction même de... Je ne sais pas, on nous l'a fermé à la Toussaint au bout de 4 jours, et là on nous l'a laissé ouvrir pendant 1 mois et demi, on ne sait pas pourquoi. Le soleil. Si vous avez le privilège de vous trouver en ce moment au bord de la mer ou à la montagne, si vous vous trouvez un physique plus agréable lorsque vous êtes bronzé, sachez que le soleil que vous avez attendu une longue partie de l'année peut vous jouer des tours. Il ne s'agit pas de gâcher votre plaisir, mais simplement de vous rappeler quelques conseils que vous avez peut-être oubliés. C'est premièrement de ne pas prendre des crèmes avec certains produits photosensibilisants, par exemple l'essence de bergamote ou ses dérivés, qui accélèrent la pigmentation et qui risquent à ce moment-là de déclencher ce que nous avons évoqué sous le nom de photosensibilisation. Et deuxièmement, de ne pas s'exposer immédiatement et tout de suite tout son corps au soleil d'emblée. Tout le monde ne veut pas s'exposer au soleil sans trop de risques, car un certain nombre de maladies d'ordre général peuvent être aggravées, voire même provoquées par le soleil. Autrefois, il s'agissait surtout de tuberculose qui peuvent être aggravées par le soleil, et maintenant beaucoup d'autres maladies connues depuis quelques années peuvent également être provoquées ou révélées par l'influence du soleil. Chez tout le monde, l'exposition prolongée au soleil provoque un vieillissement prématuré de la peau. Autrefois, lorsque les femmes n'allaient pas au soleil ou se protégeaient par de nombreux voiles ou d'autres artifices de toilette, elles avaient encore à 60 ans une peau de 40. Eh bien alors, à l'heure actuelle, des gens qui passent tout leur été à s'exposer au soleil ont au contraire, à 40 ans, des vieilles peaux. C'est pas très beau sur le plan esthétique et ça peut être très grave pour l'avenir de la peau, car c'est sur ce vieillissement prématuré de la peau que peuvent se développer les cancers cutanés. Soleil, tout là-haut. Y a-t-il une façon intelligente de choisir une paire de lunettes et existe-t-il des lunettes dangereuses? Lunettes dangereuses, c'est un grand mot. Inconfortable, sûrement. Fatigante, sûrement. La façon d'acheter des lunettes, n'importe quel commerçant peut avoir de bonnes lunettes dans son magasin. L'opticien est sûrement le plus apte, c'est lui qui dispose des meilleurs critères pour fournir à ses clients les meilleures lunettes. On peut préférer le vert pour des hypermétropes, le rouge pour des myopes, mais le plus souvent on se fie, et on peut bien se tenir à ce critère, à l'impression subjective que donnent les lunettes. Il y a toutefois une précaution à prendre, c'est d'essayer de faire l'essai des verres dans des conditions d'éclairage qui se rapprochent le plus des conditions d'utilisation de la monture, c'est-à-dire essayer le verre, la lunette de soleil, en plein soleil, et non pas au fond d'une boutique sombre, par exemple. L'équipe d'Allemagne de l'Ouest a remporté hier soir à la Baule le Grand Prix des Nations. 2 manches, 9 pays, 4 cavaliers par nation, c'est la formule de ce concours de saut d'obstacles. Actuellement, nous suivons Stenken, l'un des 4 cavaliers allemands. Stenken avait commis quelques fautes lors du premier parcours. Dans cette seconde manche, il va se racheter, effectuer un sans faute. Stenken est un cavalier précis, il passe les obstacles comme en se jouant. Il monte ici Simona, une grande jument de 15 ans. Elle est spectaculaire sur l'obstacle et possède toutes les qualités du cheval de concours. Menant à l'issue de la première manche, c'est donc finalement l'Allemagne qui gagne cette Coupe des Nations avec seulement 12,5 points de pénalité. Les États-Unis terminent 2e avec 28 points à quart, la Grande-Bretagne 3e. L'équipe de France, quant à elle, est un peu déçue. On attendait un meilleur comportement des 4 cavaliers français, Hubert Parrot, Roche, Houssin et Marcel Rosier. Mais avec 40 points de pénalité, la France n'a pu prendre que la 4e place. C'est un peu inquiétant avant les championnats du monde qui seront prochainement disputés près de Londres. Cet après-midi, les cavalières disputeront la 3e manche de leur championnat du monde. La Française Janou Lefebvre, déjà en tête, est grande favorite.
Aix-en-Provence, ville thermale et paradis des mélomanes, ouvre la saison des festivals d'été. En l'espace de 8 semaines, 2 manifestations vouées à la musique se succèdent dans ces murs. Le 10 juillet, le célèbre festival d'Aix succédera à Musique dans la rue. Cette expérience de démocratisation de la musique en est à sa 3e année. Due aux efforts conjugués de France Musique et du relais culturel d'Aix, Musique dans la rue, c'est avant tout 3 semaines de concerts gratuits dans une des plus belles sous-préfectures du midi de la France. Le succès dépasse cependant de loin les frontières d'Aix-en-Provence. En 1973, Musique dans la rue devait rassembler plus de 150 000 personnes. À Aix-en-Provence, Roger Bouillot va vous inviter au concert. Je vais avoir le plaisir de vous présenter un dimanche musical qui se place exactement dans la perspective de France Musique à Aix, Musique dans la rue. Cette année, Musique dans la rue propose 71 concerts et 90 heures d'antenne à France Musique. De la musique du Moyen-Âge à celle du XXe siècle, sans oublier Mozart bien sûr. Outre la diversité des lieux où se déroulent les concerts, il faut noter que ces places, ces cours et ces parvis ne sont pas conçus comme des salles de spectacle, ils font partie de la vie quotidienne aixoise. Musique dans la rue, pourquoi dans la rue ? Le titre déborde un tout petit peu la réalité, mais enfin, malgré tout, quand on fait un concert sur le parvis de la cathédrale ou bien place d'Albertas, on est vraiment dans la rue. Et puis malgré tout, à Aix-en-Provence, c'est possible de faire des concerts dans la rue. Ça veut dire que dans cette ville, c'est le plein air, donc la rue qui compte le plus quand on veut faire une action de masse sur une population. Il s'agit simplement de donner aux gens presque les mêmes possibilités que ceux qui s'intéressent à la musique. Autrement dit, le geste que l'on a peut-être au fond de soi-même envie de faire, c'est-à-dire d'aller regarder la partition, de lire un livre ou d'écouter un disque en rapport avec les programmes d'ici, ce geste que les non-initiés, les passants au concert ne font pas, on leur donne la possibilité, on leur facilite le geste, si vous voulez, sans leur forcer la main. Le fait d'aller se mesurer avec le public vivant qui est là sous les yeux, ça représente quand même quelque chose d'assez salutaire et d'assez sain, parce qu'on voit les réactions et c'est quand même assez intéressant. Je pense que ça rejaillit sur l'image d'ensemble qu'on se fait de France Musique. Je suis assez étonné cette année de constater, contrairement à ce qui s'est passé les 2 années précédentes, que certains concerts de musique contemporaine ont attiré moins de monde qu'un concert Bach. Il y a ceux qui disent on paie la redevance et on se demande bien pourquoi notre redevance sert à ça. Et puis d'autres qui disent bah, après tout ça peut bien être gratuit puisqu'on a payé la redevance. Le budget des concerts de musique dans la rue est un total de 290 000 francs, 29 millions anciens. Et la part de l'ORTF, de la régie de radiodiffusion, est de 150 000 francs. 150 000, donc 15 millions anciens. Et c'est un budget donc relativement modeste.
On nous a reproché au début de faire de la musique de chambre en disant vous ferez venir personne, etc. Il se trouve que certains soirs, les sonates de Bach par exemple pour violon et clavecin, c'est pas spécialement quelque chose qui c'est pas le grand orchestre, c'est pas le déploiement de masse. Il y a eu aux Arts et Métiers pour ce premier concert, il y a eu pratiquement 2300-2400 personnes. Et c'est avec la musique de chambre qu'on peut faire des concerts intéressants avec un petit budget. Emmanuel Krivine, violon, Lionel Salter, clavecin, sonate numéro 1 pour violon et clavecin de Jean-Sébastien Bach. Les concerts en plein air ont parfois des inconvénients. Les conditions atmosphériques, pourtant clémentes dans le midi, sont dures avec les violons. Un temps orageux et l'humidité fait poisser les cordes. Si au contraire le Mistral se lève, les cordes deviennent trop sèches et l'archet perd de sa précision. Un violon, c'est très fragile pour l'humidité, en ce qui concerne l'humidité, la sécheresse, et puis l'accord avec le vin ou le juste froid ou chaud, et puis ensuite l'acoustique, parce qu'un violon sans cadre, je veux dire sans réverbération du son, ça ne peut pas sonner. Il y a beaucoup plus de différences de gens dans le public que dans une salle où c'est toujours le public mélomane. Et c'est très sympathique comme ambiance, on sent que les gens qui sont là viennent pour leur plaisir ou pour leur instruction, disons, mais c'est moins officiel. Moi j'aime bien en tout cas. Et puis le fait que ce soit gratuit, c'est quand même pas rien. Oui, il y a aussi, vous venez d'entendre un exemple qui ressemble à Vivaldi avec des oppositions forte-piano. Vous avez remarqué comme si on changeait de registre. Des plans forte-piano, qui d'ailleurs dans Vivaldi sont souvent, enfin pour moi, exaspérants, mais ici, comme ça dure très peu de temps, ça va encore. Je dois dire que, indépendamment de l'intérêt du répertoire qui peut être joué par un grand orchestre et qu'on ne peut pas faire exécuter par deux musiciens, je ne vois pas un intérêt absolu à faire venir et à dépenser beaucoup d'argent pour un grand ensemble. Étant donné la soif de musique dans une ville comme celle-ci, et dans d'autres, j'en suis sûr, je pense qu'on peut encore, pendant plusieurs années, donner des ensembles de musique de chambre, qu'il y a encore beaucoup de monde au concert, avant d'avoir épuisé tout le répertoire. Il ne faut quand même pas oublier que le public qu'on a là ne va, à 80%, ne va pas au concert dans l'année le reste du temps. Brahms, chanté par l'ensemble vocal de Provence sous la direction d'Hélène Guy. La gratuité est l'élément attractif de Musique dans la rue et la raison spectaculaire de son succès, il faut aller chercher plus loin ces raisons profondes, dans les ambitions mêmes de Musique dans la rue, c'est-à-dire dans la volonté de changer les rapports entre le public et les interprètes, voire les compositeurs. Non-initiés et mélomanes vivent pendant 3 semaines à l'heure de la musique, mais elle est désacralisée. Elle a quitté son plastron amidonné des soirs de première, elle est descendue dans la rue, dialoguer avec les fontaines.
Voilà, il doit être bien agréable d'être à Aix en ce moment. Ce journal est terminé. Les prochaines informations vous seront présentées à 19h45. Merci de votre attention et passez une excellente après-midi. Au revoir.